Bienvenue au podcast vidéo de Care Principles. Aujourd'hui, Isabelle reçoit Olivier Van Kouwelaert. Il est un multi-entrepreneur dont des projets à impact sociétal positif. Il gère tous ses projets à partir de son fonds d'investissement durable. Il a entre autres investi dans Farm, une coopérative de 16 magasins bio. Mais savez-vous qu'avant, il travaillait dans le monde de la communication? Bonjour tout le monde et bienvenue au vidéo podcast de The Care Principles. Aujourd'hui, j'invite Olivier. Et Olivier, il est le fondateur de Farm. Bonjour Olivier. Bonjour Isabelle. Comment vas-tu? Mais moi je vais très bien, il fait beau. Il fait beau, donc tout à je vais fait. Bien. Super, super. Pour la petite histoire, on ne se connaît pas, même si on a tous les deux travaillé dans la publicité. On s'est rendu compte en préparant ce podcast qu'on connaît beaucoup de monde en commun. Moi, j'ai commencé chez Wunderman. Mon tout premier boulot, c'était chez Wunderman. Toi, tu étais managing director de Wunderman, mais on n'a jamais travaillé ensemble et on se connaît pas du tout. Exact. Exact. Voilà, je t'ai invité dans ce podcast parce que je trouve que Farm est vraiment un très chouette exemple d'un supermarché qui fait des choses différemment. Tu as un background chez Delhaize, tu as travaillé chez Delhaize et je crois que il y a beaucoup de choses que tu as appris dans le métier chez Delhaize que tu appliques maintenant chez Farm, mais un peu différemment. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. En tous les cas, c'est une école fantastique. Vraiment, je ne regrette pas d'être passé par chez Delhaize, mais en termes de durabilité et d'impact, je suis devenu beaucoup plus exigeant il y a maintenant un peu moins d'une dizaine d'années, en 2013, où j'ai quitté, comme tu l'as dit, le monde des agences de communication, où j'étais depuis 2000, depuis que j'ai démarré ma propre agence, que j'ai effectivement cédé à Wunderman, et j'ai eu le plaisir de faire la fusion avec These Days, ici à Anvers, donc à quelques centaines de mètres de chez toi. Et donc c'est un comeback un petit peu dans cette belle ville que j'aime bien parce que je suis originaire d'Anvers. Et effectivement, l'expérience que j'ai eue chez Delhaize était une expérience très intéressante en termes de qualité de produits, en termes de recherche des produits les plus sains pour je dirais pour notre nutrition. Et j'ai passé 5 ans, j'ai été directeur de supermarché moi-même à Neder-Overheembeek. C'était vraiment, c'est la formation habituelle qu'on donne chez Delhaize. Dès qu'on devient cadre, il faut passer pendant 1 an vraiment dans tous les départements, allant de la logistique et puis dans chaque catégorie, poissonnerie, boucherie, et c'était vraiment quelque chose qui m'a plu. L'alimentation en général est une thématique qui m'intéresse très fort. Mais ce qui me manquait en 2013, c'est effectivement comment peut-on rendre cette alimentation plus durable et plus impactante. Et avec cette expérience-là et d'autres associés, parce que je suis cofondateur, nous étions plusieurs autour de la table à vouloir changer le monde en mangeant. C'est d'ailleurs le baseline. Exactement, c'est pour ça que je me permets de la placer. C'est effectivement la baseline, une baseline qui veut bien dire permettre au plus grand nombre, cette notion est importante, permettre au plus grand nombre d'accéder à une nourriture saine et de qualité. Nous croyons qu'aujourd'hui, on doit remettre une agriculture durable en place. Je crois qu'il faut reconnaître que tout ce que nous faisons, tout ce que nous mangeons, vient de la terre et il faut la respecter le mieux possible pour les générations futures. Je crois qu'on a démoli, mais vraiment démoli. Depuis l'après-guerre, on a démoli cette nature. On a essayé d'en extraire
le maximum, j'allais dire sa quintessence, mais c'est même pas ça. C'est vraiment, on en a tiré beaucoup trop. Et aujourd'hui, il y a des terres qui sont vraiment en souffrance. Et donc, l'objectif du bio, c'est effectivement qu'il n'y ait plus d'entrants chimiques, mais en plus de ça, qu'on fasse revivre toute cette terre avec tout ce que cela contient. Et nous sommes convaincus qu'en faisant ça, on aura aussi des aliments avec une qualité nutritionnelle meilleure. Donc aujourd'hui, on se demande pourquoi, effectivement, le bio, on paye un peu plus cher. Mais tout simplement parce que on respecte le cycle de la vie dans la production de l'aliment et on respecte la terre sur laquelle on essaye de produire. Et c'est ce respect qui prend un peu plus de temps, qui coûte donc un tout petit peu plus cher, mais c'est aussi dans cette perspective des générations futures. On va encore en parler parce que c'est évidemment c'est le corps, c'est vraiment c'est dans l'ADN de farm de prendre soin de la terre et ça rentre bien dans les care principles où prendre soin de la terre et du monde, ça fait partie des care principles. Mais j'aimerais bien un peu revenir à la base. Tu as travaillé chez Deleuze, tu as fait toute une belle carrière dans la publicité, la communication. Qu'est-ce qui, pour toi, tu as maintenant trouvé un peu ton purpose personnel, si j'ose dire comme ça, mais quel était pour toi le trigger que tu as fait ce shift parce que tu as sans doute le déclic, oui, parce que dans la pub, tu as sans doute aussi travaillé pour beaucoup de sociétés qui n'ont rien à foutre avec la santé, le bien-être de notre planète. Donc, quel était pour toi le déclic pour faire ce changement? Donc, c'est très clair que, et je dois le reconnaître, je suis un homme de l'ancienne économie, hein, je suis passé par là. Et je me suis enrichi aussi. Le fait d'avoir pu revendre mon portefeuille à Wunderman m'a permis effectivement d'avoir, je dirais, un paquet d'argent de côté. Et cet argent, mais c'est vrai, j'aurais pu l'utiliser à plein de choses. Et au début, je me suis dit, je vais l'utiliser dans l'immobilier, ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais à ce moment-là, je me suis dit, comment peut-on investir cet argent avec un peu plus de sens? En fait, ce qu'il me manquait à ce moment-là, c'était du sens dans ce que je faisais. Et on m'a très clairement qualifié bon, j'étais l'homme qui pouvait vendre tout et n'importe quoi. Je suis vraiment au niveau commercial et au niveau marketing, je n'ai pas fait fort attention et j'ai soutenu un certain nombre de produits plus pour le challenge que sur la réflexion qu'on pouvait avoir, à quoi ça sert. Et une des marques qui m'a permis de, entre guillemets, et il faut le dire, hein, m'enrichir, c'est une marque automobile. Ah bon? Et donc, la marque automobile pour laquelle j'ai eu l'occasion de travailler et qui a titillé Wunderman et Young & Rubicam, principalement Young & Rubicam, ça les énervait qu'une petite agence locale gère la plus grosse partie du budget parce que nous avions proposé un axe plutôt experience et qu'eux faisaient de l'image. Et la marque de cette marque automobile, c'était Range Rover. Et on ne pense pas tout de suite à l'écologie. Hein, on ne pense pas du tout à l'écologie. Non. Mais vraiment pas du tout. Hein. Non. Et j'ai su fidéliser cette marque. J'ai travaillé pour cette marque pendant toute ma carrière en communication, donc 13 ans. J'ai donc eu 4 ans, puisqu'on se faisait naturellement un plaisir de rouler avec la voiture de notre client et d'arriver chez notre client avec sa voiture. J'ai même réussi à amener cette marque
ici à Anvers, ils sont venus dans les mêmes bureaux que l'agence. J'avais vraiment une relation avec cette marque extraordinaire. Et Jurgen Rubicam était vraiment jaloux de tout ce qu'on parvenait faire en hors média pour cette marque, avec des budgets bien plus importants qu'eux pouvaient faire en above the line. Et donc à ce moment-là, ils ont dit, bon, très bien, mais la seule solution, c'est qu'on les rachète. Et c'est comme ça que je les ai intégrés. Mais quel a été le déclic pour moi? Alors que je les ai vraiment accompagnés pendant 13 ans, à un certain moment, j'ai dit, mais non, ça n'a plus de sens de rentrer chez moi avec une Range Rover et mes filles me disent, mais papa, pourquoi as-tu besoin de rouler avec une voiture comme ça? Nous, that's not a show for us. Ce bling-bling, we don't want that. Vraiment, Elles avaient quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, eh bien, c'est pas compliqué. Hein. Donc, c'était il y a 8 ans. Et donc, mon aîné a aujourd'hui 30 ans. Donc, c'est 22. Et la seconde avait 20 ans. Et donc, mes 2 aînés, j'ai 4 enfants. 2 filles, 2 garçons. Mais c'est surtout mes 2 filles qui ont vraiment décidé de radicalement changer d'orientation. Habiter dans une tiny house, travailler dans des métiers qui ont du sens, travailler mi-temps, s'engager dans des projets sociétaux. Et je voyais tout ça et je dis, attends, et moi, j'ai cette attitude totalement contraire aux valeurs de mes enfants. Non, il faut que j'en discute avec elles. Et donc, on a décidé, ensemble, avec mes filles, que l'argent que j'avais gagné, je la mettrais à la disposition de projets qui avaient du sens. J'ai donné tout cet argent à mes enfants, donc je n'ai plus rien. Et c'est avec eux que je décide dans quoi on investit. Donc, mes 4 enfants ont chacun 25% du capital de ma société patrimoniale, que je gère, mais en accord avec eux. Et donc, c'est vraiment en synergie avec mes 2 filles qui me disent « Attends, on n'a pas envie de s'en occuper, mais on veut bien dire à quoi cet argent doit servir. » Donc, plus de Range Rover, plus de bling-bling. Et donc, avant la fin de mon contrat, je suis arrivé en polo chez Land Rover, qui ne comprenait pas pourquoi je venais avec une petite voiture. Et je leur ai dit « Je ne veux plus rouler avec un véhicule qui consomme autant et qui a des émissions de CO2 dépassant tout entendement. Je veux changer de vie et donc je vais quitter le monde publicitaire. » Ils ont très bien compris. D'ailleurs, je ferai un petit clin d'œil à Jan Vroemans, qui est le directeur marketing, qui a été mon alter ego donc mon client pendant toute cette période. Sa fille aussi, au même moment, prenait les mêmes décisions et s'est retrouvée chez De Shift. Et De Shift à Bruxelles, c'est vraiment l'association qui regroupe toutes les entreprises qui veulent redonner du sens à leur activité. Et il me dit, il m'a répondu du tac au tac. Ma fille pense la même chose. Donc je comprends bien ce que tu vis. Et vraiment, j'ai reçu un cadeau d'adieu extraordinaire, parce que j'ai été invité dans un restaurant étoilé, et avec vraiment beaucoup d'amitié. On s'est séparés, mais je crois aussi beaucoup de compréhension. Et je crois que la grande difficulté aujourd'hui, c'est que ces hommes d'affaires, ces marketeers ont très difficile à tourner la page, à quitter le monde dans lequel ils sont. Parce qu'il y a des moyens que cette ancienne économie donne, que la nouvelle économie ne donne plus de la même manière. Elle le donne en termes de qualité et de substance qu'on essaye de donner au projet, mais plus avec des salaires qu'on se permettait dans l'ancienne économie. Ouais. Pour moi, l'ancienne économie, donc j'ai vraiment tourné la page. Hein. J'essaye d'être assez radical et de m'engager de manière radicale en disant
les amis, il faut arrêter. Ça n'est plus possible de continuer comme ça. Notre monde ne va pas tenir le coup. Ouais. Et c'est ce changement-là m'a été, je dirais, soufflé dans l'oreille par mes 2 filles, Zoé et Lucie. Ben, je ne connaissais pas cette histoire et je suis ravie parce que chez moi aussi, le shift est à cause de mes filles. Et j'aime beaucoup le fait que c'est chaque fois les filles qui sont là pour mettre le miroir devant nos visages et de dire voilà ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu peux pas le faire différemment? Donc j'aime beaucoup parce que tu sais peut-être que je suis la présidente du Female Association of Marketing, donc le BAM, le marketing en Belgique, le groupe. Ben moi je suis la présidente des Female Marketeers et donc je suis assez pour pro les femmes qui prennent les décisions et tout ça. Et donc je suis convaincue que les filles, donc la nouvelle génération, là vraiment, c'est elles qui vont faire tout pour être à gender equality et tout ça. Mais ça, c'est un autre sujet. Entre-temps, je dois dire pour les gens qui regardent, mais surtout ceux qui nous écoutent dans le podcast, mon chien est de nouveau en train de ronfler parce qu'elle est en train de dormir sur mon genou. Donc ce n'est pas Olivier, ce n'est pas moi qui se sont endormis, c'est mon chien Lou qui ronfle. Très chouette histoire, Olivier. Malgré le fait que tu as tourné la page, malgré le fait que tu dis je fais plus partie de l'ancienne économie, tu as quand même des grandes ambitions avec Farm. Tu as maintenant 16 magasins, 16 magasins, tu fais un chiffre d'affaires plus ou moins de 40 millions d'euros. Affirmatif. Et tu veux grandir et doubler en chiffre d'affaires. Alors, doubler, c'est pas dans cette perspective-là que je le présenterai. Ce que je crois, c'est que aujourd'hui, si on veut montrer qu'il y a une voie différente, il faut être représentatif. Il faut vraiment montrer et pouvoir tenir un statement fort en disant aujourd'hui 10% de la population vient dans nos enseignes et pense autrement. Quand je dis dans la population, je parle de la population bio. La population bio, en général, représente grosso modo un chiffre d'affaires de 800 millions sur le marché belge. De ces 800 millions, il y a grosso modo 400 millions qui sont hors la grande distribution classique. Donc tous les produits de la bio classique en grande distribution, c'est plus ou moins la moitié. Dans le reste, il y a bien sûr directement à la ferme, il y a sur les marchés, il y a les différents circuits Gazap, AMAP, La Ruche qui dit oui, et puis il y a tout le réseau de magasins indépendants. Nous estimons que si on veut être entendu dans le secteur du bio, nous devons avoir une place prépondérante, bien installée, et ça doit représenter au minimum 10%. À partir de 10%, on peut commencer à influencer, à faire entendre sa voix dans ce secteur-là. Et aussi à promettre des engagements clairs par rapport aux producteurs. Parce que les producteurs, ils se disent, moi je veux bien, au niveau du sourcing, apporter mes produits de qualité avec un investissement important en termes nutritionnels et qualitatifs du produit, mais si personne ne me l'achète, quelle est l'enseigne qui va oser croire dans cette autre forme de démarche de soutenir une agriculture engagée par rapport à une agriculture bio plus industrielle? Eh bien, c'est Farm. Et donc, vous ne devez pas avoir peur, on va créer des filières, on vous entend les producteurs, on va créer des liens, et on est les seuls à avoir aujourd'hui investi du temps à créer des filières, je crois que c'est important, et des filières dans lesquelles notre cahier des charges est très engagé. On est la seule enseigne qui n'acceptons par exemple pas des entreprises qui sont ou bien cotées en bourse, ou bien multinationales, parce que nous disons, vous avez suffisamment de moyens pour développer votre stratégie commerciale avec des enseignes classiques. Par contre, les entreprises familiales, locales, nous poussons, nous mettons comme exigence non pas une certaine rentabilité, bien sûr on veut que notre enseigne soit rentable, mais aussi nous avons une exigence en termes d'impact.
Et l'impact, c'est aujourd'hui, chez nous, nous voulons et nous donnons au management des instructions. En tant qu'investisseurs, nous souhaitons que vous atteignez que 50% des produits qui sont vendus dans nos enseignes pour lesquels nous avons investi viennent d'un producteur local. Producteur local veut dire maximum 80 km autour du point de vente. Ça, c'est nos engagements. Ça, c'est notre statement. Minimum 50%. Minimum 50%. Je crois qu'aujourd'hui, on est à 37%. Donc, c'est encore trop peu. Et tous les ans, nous évaluons sur cette base-là le management sur le fait d'atteindre ces critères. Vous êtes à 37% maintenant. Je venais de dire, juste avant de commencer à tourner, j'étais voir le magasin Vivier-Dois, qui est le tout nouveau. Exact, c'est le dernier. Le dernier. J'ai vu beaucoup de produits italiens, français et tout ça. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas encore trouvé un équivalent bio en Belgique pour ces produits-là? Je parle maintenant des potages et des choses comme ça, mais des sauces. Donc aujourd'hui, la grande difficulté du marché belge, c'est que il y a très peu de transformation en bio. Imaginez le marché alimentaire global. Le bio aujourd'hui représente 3% de ce marché, d'accord? Donc ces fameux 800 millions dont je vous parlais, c'est 3%. Entre 2,5 et 3%. Avoir des entrepreneurs qui se disent « moi je me limite à ce marché-là et je fais de la transformation et je ne le fais rien qu'en Belgique », c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Et aujourd'hui, où est-ce que pour un marché français, pour un marché allemand, les marchés sont beaucoup plus grands. Et donc vous avez beaucoup plus de transformateurs dans ces pays-là. Ouais, je comprends. Et principalement, si vous prenez la France est en avance sur le bio, bien entendu. Vous avez ce que nous sommes en train de vivre maintenant, c'est-à-dire la création de réseaux plus importants. En France, c'est déjà en cours depuis une dizaine d'années. Vous avez des réseaux le plus grand aujourd'hui, c'est Biocoop, c'est un indépendant, c'est une enseigne qui nous inspire. On veut être et fédérer le réseau indépendant le plus grand de Belgique, pour pouvoir dire il y a moyen de consommer autrement. Et donc oui, on doit rassembler des moyens pour ça, et on s'attelle à ça, on veut vraiment jouer un rôle à ce niveau-là. Une des choses que tu dis, c'est que tu ne veux pas vendre plus, mais tu veux vendre mieux. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Alors, donc de nouveau, dans ma radicalité, et en tous les cas, ma critique du modèle capitaliste qui incite toujours à la croissance, et vous allez me dire, mais vous aussi, vous créez toujours de plus en plus de magasins. Oui, on a envie d'être présent partout en Belgique, et donc aussi bientôt ici à Anvers, je l'espère, le plus vite possible. Oui. On veut être présent. On veut montrer qu'il y a moyen de consommer autrement. La croissance n'est pas un but en soi. Ce que nous souhaitons, c'est amener le consommateur à un changement de comportement et de leur attirer l'attention sur le fait qu'il y a moyen de manger mieux, plus sainement, au niveau local, sans emballage, zéro waste. Tout ce parcours-là, aujourd'hui, nous l'avons mis dans un pharmoscope, qui est une mesure qui indique à nos clients, ce produit-là, il a une cote de 10, et ce produit-là, il a une cote de 1. Essayez de plus en plus d'aller vers des produits engagés. Une bio engagée, ça veut dire une charte beaucoup plus engagée que la bio conventionnelle. Par exemple, en ne faisant pas de labour. On ne laboure pas la terre pour y planter, et ça on peut faire en bio comme dans du conventionnel. Il y a aujourd'hui des agriculteurs qui vont encore plus loin, qui ne labourent pas et qui, grâce à ça, dégagent moins de CO2. Eh bien, nous lui donnons, bien sûr, on trouve que c'est un engagement sociétal de cet agriculteur, eh bien,
Il faut reconnaître ça. Et nous disons, c'est un élément différenciant. Et comme je vous l'ai dit, prenez ce produit-là plutôt que le même qui est emballé, parce qu'il est non emballé. C'est un produit de saison, c'est le moment de le manger. N'achetez surtout pas ce produit-là, mais c'est pas pour ça qu'on va pas le mettre en rayon. Un supermarché bio qui aujourd'hui proposerait une offre sans mettre des tomates va se couper à un certain moment d'un certain nombre de clients. Donc toi, pendant l'hiver, enfin toi, Farm, pendant l'hiver, vous vendez des tomates, des bananes qui viennent quand même de très loin et tout ça? Tout à fait. Donc oui, on les vend, mais on dit aux personnes, vous avez les mêmes tomates qui aujourd'hui sont en boîte, parce qu'en hiver, ces tomates-là, elles nous viennent de loin, et on préférerait que vous preniez d'autres produits à ce moment-là. Et comme je vous l'ai dit, est-ce que c'est un producteur local? Et il y a toute une cotation qui effectivement permet aux consommateurs, en sortant, de se dire, tiens, voilà, moi j'ai été autant zéro waste, j'ai été autant producteur local, j'ai autant... Et il voit son profil et on essaye de le faire avancer systématiquement vers ce qui est le plus durable. Ça, c'est notre volonté. Et l'idée de toute cette éducation, parce que c'est ça, en fait, vous êtes en train d'éduquer et aider vos clients à mieux consommer, à consommer avec moins de dégâts et tout ça. Est-ce que ça se fait avec une carte de fidélité? Bien entendu. C'est ça. Donc oui, j'ai eu la chance de pouvoir gérer la carte Delhaize Plus pendant mes 5 ans chez Delhaize. Je gérais la carte Point Plus Plus Punten. Et donc, effectivement, pour moi, c'était un outil évident de pouvoir informer le consommateur sur sa manière de consommer. Et ce que je souhaitais, c'était de lui montrer qu'il y avait moyen de consommer autrement. Et aujourd'hui, on constate, effectivement, et c'est grâce à ça qu'on peut aussi atteindre nos propres objectifs sociétaux, en se disant, on veut que les gens consomment plus de local. Quand vous avez deux produits, l'un qui vient de l'étranger et l'autre qui vient de 80 km autour du point de vente, eh bien, effectivement, la question se pose très rapidement. Pourquoi est-ce que j'achèterais là plutôt que l'autre? Ah, et en plus, il était un peu plus cher. Oui, mais il est local. Eh bien, certaines personnes feront le pas d'acheter plutôt ce produit-là plutôt que l'autre. Mais cela veut dire, enfin, j'espère qu'on va bientôt en effet avoir un magasin Farm ici à Anvers. Ça veut dire que certains produits à Anvers seront complètement différents que dans des farms à Bruxelles ou en Wallonie. Ah ben, pas spécialement différents, mais ils n'auront pas la même cotation en termes de local. Donc, oui, mais le local anversois ne sera pas le même que le local bruxellois. Donc, très clairement, alors vous avez le local et en termes de production, on peut se dire que ça fait quand même 160 km où on peut aller, donc c'est pratiquement la Belgique. Mais nous attachons beaucoup d'importance à également trouver des producteurs de la région. Je veux dire, d'un point de vue purement intellectuel, c'est quand même beaucoup plus résilient d'aller rechercher des producteurs dans les environs et de les mettre en avant. Chose qui est excessivement complexe pour un distributeur. Parce que ce qui est beaucoup plus facile, et c'est uniformiser tout ça. C'est uniformisé, hein, bien entendu. Sûr. Oui, vous uniformisez, aucun problème. D'ailleurs, je ne me souviens plus, mais il y a eu un très très beau projet à l'époque, Fermet, sur Anvers. Où, je ne sais plus si ça s'appelait Fermet, mais où ils essayaient de livrer les produits de tous les producteurs de la région anversoise. Mais c'est un modèle qui ne se transpose pas, parce que si vous partez demain à Gand, vous allez devoir rechercher tous vos producteurs, première grande difficulté, et puis deuxième grande difficulté, c'est que vous avez beaucoup plus de livraison. Donc en standardisant comme la grande distribution le fait, ben oui, on essaie de trouver des producteurs qui peuvent livrer des carottes dans toute la Belgique, la même manière, le même format, et en grande quantité en centrale logistique, et puis les redispatcher dans les magasins. Donc vous avez une alimentation qui est beaucoup plus uniformisée et qui est gérée par un centre logistique.
dans le bio aujourd'hui, ce sont des grossistes. Aujourd'hui, il y a quelques grossistes qui sont spécialisés dans le frais, mais il n'y en a pas non plus des dizaines. Mais c'est très uniforme. Et ça vient de très grands producteurs bio. Donc si vous voulez en plus de ça soutenir le bio local de plus petits producteurs, mais il faut mettre en place une autre mécanique et il faut effectivement laisser la possibilité au magasin de mettre en avant. Et ça ne nous gêne pas de dire, OK, ça ce sont des pommes de terre standards que vous trouverez partout, qui viennent via le grossiste, mais ici, ça vient du producteur Weingrinder-Echter. Ouais. Et si vous voulez aller en chercher à la ferme, eh bien, allez un jour le voir. Allez voir comment il produit. Ouais. Retour, back to the roots. Back to the roots, back to basics. C'est un peu ça. Vraiment, vraiment. Tu as partagé avec moi une émission qui, je pense que c'était RTBF ou RTL sur le bio, justement le bio qui est souvent vendu en grande distribution dans des grandes marques, grands supermarchés. Dont malheureusement Delhaize aussi. Hein. Dont malheureusement Delhaize, Lidl, tout le monde, Carrefour, tout le monde. Il y avait plus ou moins tout le monde. Où les conditions de travail sont pénibles. Sont vraiment terribles. Et donc cette émission démontre que c'est pas parce qu'on fait le bio ou du bio que toute la chaîne de valeur est faire du bien pour la planète, mais au détriment de il ne faut même pas du bien à la planète, parce que si vous voyez bien, toute la production venait principalement d'Espagne et du sud de l'Espagne, avec des serres qui couvraient entièrement le sol, donc il n'y avait plus possibilité de dire ce sol ne voit même plus. Alors c'est sûr qu'il y a la lumière à travers ces plastiques. Mais ce n'est pas une manière de cultiver, et on accélère aussi tout le processus pour produire le plus possible sur un minimum d'espace. Nous, cette biodiversité, lorsqu'on produit quelque chose, eh bien, est importante pour nous. Et donc oui, on lui donne un poids dans notre manière de récompenser nos clients qui achètent autrement. Donc dans le choix de nos fournisseurs, nous sommes très attentifs à ça. Et même au niveau social. Donc au niveau social, on préférera acheter dans une coopérative, nous sommes nous-mêmes une coopérative, on préférera acheter dans une coopérative plutôt que d'acheter, comme je vous l'ai dit là tout à l'heure, chez un industriel de plus grande taille. Oui, tout à fait. Je vais partager cet reportage au moment que je partagerai ce podcast, parce que c'était vraiment très intéressant à voir et quand même très étonnant, parce qu'on ne se rend pas compte que ça peut se passer dans le monde du bio. J'aimerais bien un peu faire le point ou le lien avec les Care Principles. The Care Principles, donc l'idée derrière générique, l'insight derrière générique, c'est prendre soin de quelque chose ou de quelqu'un. Dans le cas de Farm, c'est assez clair que vous avez vraiment choisi tout ce qui est prendre soin de la terre et évidemment aussi des personnes et tout ça. Mais dans le mot care, de The Care Principles, le C-A-R-E, c'est aussi 4 shifts en attitude dans la manière qu'on fait du business qui pourront être différents pour être plus préparés pour le futur. Le C, c'est collaboration, le A, c'est agility, le R, c'est reliability et le E, c'est empathy. J'aimerais bien parler premièrement un peu avec toi sur collaboration, parce que tu viens d'en parler, vous êtes une coopérative, mais vous collaborez d'une manière très spécifique avec vos fournisseurs, avec tous les producteurs qui produisent pour Farm. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus ce que vous faites et ce que vous faites différemment par rapport aux autres supermarchés? Donc, bien entendu, pour nous aussi, il fallait mettre en place une autre forme de gouvernance, une autre manière de fonctionner. On ne voulait pas créer une entreprise qui soit classiquement top-down, on voulait qu'elle soit collaborative. C'est vraiment, cette notion de collaboration était vraiment centrale chez nous.
Et donc, c'est pour ça qu'on a créé le modèle coopératif. Donc, on se différencie. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas créé une simple entreprise, société anonyme? Eh bien, parce qu'on voulait insister sur le fait qu'aujourd'hui, on croit qu'on va arriver plus loin en collaborant ensemble, grâce à l'intelligence collective de tous les stakeholders de l'entreprise, et de répondre autrement vers le marché. Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a créé une coopérative. La deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on a intégré toutes les parties prenantes dans le conseil d'administration. Donc on leur a donné la possibilité d'acheter des parts de l'entreprise, donc que ce soit les producteurs, que ce soit les employés, que ce soit les clients ou que ce soit nos franchisés, ils ont tous la possibilité d'être présents dans notre conseil d'administration, d'acheter des parts. Alors bien sûr, aujourd'hui, pour créer un réseau aussi important, il faut des moyens. Donc ils ne sont pas majoritaires d'un point de vue stricto sensu. Le nombre de parts qu'ils ont dans l'entreprise sont plutôt minoritaires. Pardon. Mais ils ont tous un représentant au conseil d'administration. C'était une chose importante pour nous, de telle manière à pouvoir écouter ce que les différents stakeholders de l'entreprise avaient à dire à l'entreprise et sur la forme de fonctionner. Ensuite, dans le management de l'entreprise, là, la même chose. On n'a pas nommé un directeur des achats. Ce qu'on a nommé, c'est des comités rayons. Dans le comité rayon, on a 16 magasins. Ceux qui savent envoyer et qui ont quelque chose à dire, tiens, moi j'ai découvert un nouveau producteur qui est intéressant, etc. Ce n'est pas les directeurs des achats qui les imposent. C'est entre eux qui reçoivent de leurs compères les produits qui intéressent, par exemple, le département traiteur. Ils disent, moi j'ai vraiment trouvé un excellent producteur et transformateur de quiche Lorraine. Et est-ce qu'on peut goûter? Ils font les dégustations entre eux et ils disent, voilà, c'est une petite société familiale, elle va sourcer ses produits là, là et là. Regardez, c'est vraiment, c'est du durable. Nous estimons que par rapport à ce que nous avons aujourd'hui en portefeuille, c'est encore plus engagé. Est-ce qu'on ne prendrait pas plutôt cela? Ok, on va la tester. Plusieurs magasins proposent de la tester. Ils passent en revue la charte produit. Est-ce qu'elle correspond à la totalité? On crée effectivement la référence et le produit est testé dans ces différents magasins. Ça a été décidé par les chefs de rayon qui estiment et qui sont les mieux placés pour savoir est-ce que ce produit a du sens dans mon portfolio, moi qui vends ce produit-là tous les jours. Et bien sûr, on peut nommer le spécialiste de la quiche qui se trouve en centrale et qui va l'imposer aux autres. À ce moment-là, les autres sont des simples. Ils mettent en boîte. C'est simplement, ils font ce que la grande distribution fait aujourd'hui, c'est on ne se sent pas impliqué et responsabilisé. Ouais. La seule chose qu'on doit faire, c'est mettre les pots en rayon et c'est être à la caisse et encaisser. Putain de laine. Non, pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, nos collaborateurs, on leur demande, et c'est prévu dans leur contrat, de s'engager une semaine par an, donc vous voyez le nombre d'heures que ça représente, dans les différents comités, et vous avez le comité gérant, vous avez le comité marque, vous avez le comité rayon, vous avez différents types de comités, et ils ont la possibilité de participer pour faire changer l'entreprise. Et c'est ce qui amène ce changement de culture. On a voulu tirer ça encore plus loin vers nos producteurs, la relation avec nos producteurs. Et donc, c'est là où on a mis en place, effectivement, des filières. Alors, donc, au niveau des filières, j'en ai parlé là tout à l'heure, l'objectif principal réside dans le fait de créer, de rechercher les producteurs les plus engagés dans leur secteur, qui ont envie de se faire entendre et que nous avons envie de soutenir en les mettant en avant dans nos points de vente. Nous avons les premiers avec lesquels nous avons créé ça, c'est effectivement créer une filière principalement viande bovine et porcine, où effectivement aujourd'hui,
au niveau de la vie de l'animal, du traitement de l'animal. Combien de temps reste-t-il dehors? Combien de temps est-il enfermé à l'intérieur? Voit-il le jour? Ne voit-il pas le jour? Je veux dire, tout ça sont des questions qu'on se posait. Quelle est la qualité de l'aliment? Est-ce qu'il reçoit des antibiotiques ou il ne reçoit pas d'antibiotiques? Comment est-ce qu'il est traité? Est-ce que c'est une race ancienne? Est-ce que c'est une race croisée? Toutes ces questions, on se les a posées. Et donc, on a trouvé des producteurs de porc qui produisent principalement la totalité de leur cheptel se trouve à l'extérieur. Donc, ils vivent vraiment à l'extérieur et c'était un élément vraiment différenciant, respect de l'animal, mais aussi qualité de la viande qu'ils pouvaient produire. Et donc, ils étaient une quinzaine. Aujourd'hui, ils avaient difficile, de nouveau à cause de la taille, ils avaient difficile à trouver non seulement un réseau de distribution, mais même ça allait jusqu'à trouver un abattoir qui était prêt à faire la différence. Non, le porc qui était cultivé comme ça, ou cultivé qui était élevé comme ça, ou le porc qui était élevé en bio, mais en interne, eh bien, il arrivait dans la même étale. Donc, il ne parvenait pas à se différencier au niveau du prix. Ah oui. Nous, recherchons ces différences-là, ces spécificités qui respectent, comme tu l'as dit là tout à l'heure, la terre, la nature, et on essaye de les valoriser. Et donc, oui, nous faisons des efforts à ce niveau-là pour reconnaître cet effort que fait ce cultivateur, cet éleveur, et on lui donne un salaire juste, une répartition de la valeur juste entre les différentes parties, et très transparente. Nous avons fait auditer de manière extérieure, donc un partenaire extérieur, qui regarde la création de valeur sur toute la chaîne, et regarder que ce soit équitable, et aussi pour le producteur final. On a fait ça avec Ecores, qui est un partenaire qui nous a aidés dans cette démarche-là pour cette création de filière. Donc l'idée de coopérative, ça va entre les actionnaires financiers, ça va entre farms, collaborer aussi en interne. Exact, les collaborateurs et aussi avec tous vos producteurs. Exactement. Super exemple. On va pas parler d'agility et reliability parce que je peux pas tout mettre en avant. J'aimerais bien encore, pour terminer, parler de l'empathie. L'empathie, c'est quelque chose dans le business, on n'a pas encore trop utilisé, je dirais. Même en psychologie, c'est une attitude qui est relativement nouveau. Mais c'est quelque chose qu'on peut apprendre, c'est comme un muscle on peut faire de l'exercice et devenir mieux à ça. Est-ce que tu trouves, parce que tu es vraiment un entrepreneur, tu étais dans plein de sortes de business différents, alimentation et communication, qu'est-ce que tu penses toi-même de l'empathie et qu'est-ce que tu penses pour le futur? Est-ce que c'est une valeur pour toi qui est importante? Alors, aujourd'hui, la plus grande empathie que nous essayons de démontrer, c'est par rapport à notre terre nourricière. Aujourd'hui, il y a des études qui démontrent que plus de 90% des sols, dans 60 ans, ne pourront plus donner d'aliments en Belgique. 90%. Moi, je vous assure que c'est quelque chose qui m'empêche des fois de dormir. Je dis, j'ai des enfants, mon aîné a un fils, donc j'ai un petit-fils, qu'est-ce que je vais lui laisser? Et cette empathie par rapport au monde, j'essaie, et cette nature, j'essaie de l'avoir aussi par rapport à toutes les personnes qui croient et qui partagent ces mêmes valeurs. Et donc oui, je crois qu'on va devoir faire beaucoup plus attention à ce qu'on fait, la manière dont on le fait, et avec qui on le fait. Et donc oui, je n'ai pas peur de retirer de nos rayons des produits qui n'ont pas cette empathie par rapport
ou que ce soit par rapport au monde, ou que ce soit par rapport à leurs collaborateurs, et qui font travailler leurs collaborateurs dans des conditions telles que vous avez pu le voir dans le film. Chez nous, nous avons décidé de ne pas avoir un différentiel salarial de 1 à 5. Donc chez nous, les employés sont payés grosso modo, et je veux dire, nous devons respecter effectivement les rémunérations dans ce secteur-là. Et donc le maximum qu'on peut rémunérer notre CEO ou les managers qui sont repris dans notre entreprise est de 5 fois ce salaire-là. Nous sommes aujourd'hui, je crois qu'on est à 3,7. Nous disons, le travail qui est fait, bien sûr, il est créateur de valeur, mais il est créateur de valeur avant tout pour le projet commun et pour les générations futures. Ça, c'est vraiment le message qu'on essaye de faire passer chez nos collaborateurs. Et grâce à ça, nous avons la chance d'avoir beaucoup de personnes très engagées, bien formées. Mais pourquoi bien formées? Parce qu'ils réfléchissent sur comment puis-je changer le monde, comment puis-je participer à cela. Et c'est ça qui amène beaucoup de richesse dans un groupe comme le nôtre. Richesse dans le sens partage et empathie avec tous les collaborateurs qui sentent qu'il y a quelque chose qui se passe là. Oui. Mais tu travailles quand même avec le système des franchisés, qui est un système, pour moi, aussi un peu de l'ancienne économie. Ou est-ce que tu l'as traduit différemment chez Fabre? D'abord, on l'a traduit différemment dans la mesure où, aujourd'hui, je crois qu'on est pratiquement... Donc, je crois qu'on a 8 magasins intégrés, on a 8 magasins franchisés. On a mis la franchise en place parce que certains points de vente nécessitaient un entrepreneur local qui passerait plus de temps dans son magasin parce que le magasin étant plus petit, ne permettait pas d'avoir autant de collaborateurs qu'on pourrait avoir dans d'autres magasins. Mmh. On ne peut pas demander à un employé de travailler plus et de le rémunérer en fonction des résultats. Un indépendant était prêt à le faire. Mais cet indépendant, on lui demande d'investir dans Fabre. Donc, tout le profit qu'il parvient à générer avec son activité, là-dessus, on lui demande de racheter les parts de la coopérative, de telle manière à ce qu'il fasse partie de cette même aventure. Et c'est à ce niveau-là relativement différenciant. Deuxième élément qui est très différenciant, donc je disais sur les 8, je crois que nous avons participé dans 6 d'entre eux à un apport de capital. Aujourd'hui, cette nouvelle économie, pour des gens qui ont des valeurs, n'ont pas toujours les moyens de se lancer dans un nouveau magasin. C'est vrai, ouais. Et donc nous disons, mais c'est pas grave, nous serons minoritaires. Vous avez 60% du capital, eh bien on peut en rajouter 40. Et on fixera d'emblée quand vous voulez qu'on sorte et à quel prix. Tout ça est clairement, je dirais, finalisé. Pour celui de Rodebeek, on a même acheté l'immeuble. Donc on les entoure de manière, je veux dire, on est à l'écoute, on essaie de comprendre comment, ensemble, on peut faire un bout de chemin. Mm-hmm. Et donc je crois que là, de nouveau, on a des attitudes qui sont totalement différentes de ce qu'on entend, et on leur demande de s'engager dans le projet de la même manière que les autres collaborateurs. Donc c'est vraiment une grande entreprise. Aujourd'hui, donc, nous avons un franchisé qui est dans le conseil d'administration. Moi, je travaille avec des franchisés sur une réflexion sur l'e-commerce. Comment intégrer l'e-commerce par rapport aux franchisés? C'est une réflexion que nous faisons de manière collaborative, là de nouveau, ensemble avec eux. Mmh. Mmh. Je crois qu'on pourrait encore parler pendant des heures, mais c'est pas le but parce qu'on veut pas trop
faire des émissions beaucoup trop longues. Et en plus, tu as encore une réunion, donc tu es aussi un peu on doit regarder le temps. J'ai une dernière question pour toi, Olivier, et je la pose à toutes mes invités. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, comme tips and tricks à les gens qui vont écouter ce business podcast, des managers, des CEO, des entrepreneurs? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de femmes, des conseils que tu pourrais donner, que tu dis, ben franchement, ça c'est pas vraiment typique pour femmes, n'importe qui pourrait l'appliquer. Quels seront des conseils que tu pourrais partager avec nous? Moi, le conseil, ou en tous les cas la manière dont, et c'est vrai au niveau entrepreneurial, donc je suis administrateur dans une dizaine de sociétés, toutes dans l'alimentaire, parce que c'est un secteur qui m'intéresse, et donc le conseil que je donne est un conseil de radicalité. Radicalité. Il faut aller au bout de son raisonnement. Il faut oser croire dans ses rêves et dans ses... bien sûr, dans les éléments différenciants, mais oser dire, je vais jusque-là et je ne vais pas plus loin. Ce que j'ai envie d'atteindre, c'est cet objectif-là, et tout ce qu'il y a sur le côté, je mets sur le côté, je veux atteindre cet objectif-là. Et ici, ça veut dire qu'on doit faire des sacrifices. On doit faire des choix. On doit supprimer un certain nombre de voies à prendre qu'on ne prendra pas de manière consciente et radicale. Parce que l'objectif final, on sait vers où on veut aller. Et pour moi, chaque entrepreneur doit voir ça dans sa manière de fonctionner, de telle manière à atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. Sinon, il va faire très rapidement tout et n'importe quoi, et ça va se déliter. Ouais, super. Un tout grand merci, Olivier. C'était vraiment un vrai plaisir de t'avoir ici dans ce podcast. Un grand merci pour ceux qui étaient en train de nous regarder, et évidemment aussi ceux qui nous écoutent. The Care Principles Podcast. N'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous savez tout de suite quand une nouvelle émission est lancée. Et bien sûr, laissez-nous un review, parce que c'est comme ça que ça marche. Le plus de reviews, le plus de monde peut voir ce podcast. Un tout grand merci. À bientôt. Take care. Bye bye. The Care Principles strives to become a platform of strategic inspiration and education with a focus on positive change. Check it out on thecareprinciples.com.